Salut, cette semaine, Vincent n'est pas là. Fait qu'on vous donne un aperçu des podcasts de Yann et Frank qu'on fait, moi puis Frank, justement, à chaque lundi, qui sont exclusifs à Patreon. Vous voyez des petits extraits sur YouTube puis sur Facebook de temps en temps, mais c'est vraiment juste des extraits. D'habitude, notre podcast, c'est 45 minutes. Fait qu'on le fait surtout pour les gens qui nous écoutent en podcast sur Spotify, par exemple, ou Apple. Ça vous donne une idée de l'interaction qui peut être un peu différente que ce que vous êtes habitué au trio économique. Yann et Frank, c'est disponible sur Patreon. Fait qu'on vous invite à venir nous voir si ça vous intéresse. Euh, Geloso, c'est pourquoi il n'était pas là aujourd'hui déjà. Il paraît qu'il travaille pour une première fois dans le mois. Il travaille, laisse-moi tranquille, il travaille. Mais on va pouvoir parler d'économie, toi puis moi. Ben oui, c'est ça qui arrive. C'est que d'habitude, quand Vincent. C'est ça qui est drôle. Le monde, ils le savent pas parce que je ne mets pas ça à l'écran, là, mais quand au début, quand je fais le mixage audio, tu vois je vois les fréquences, tu sais, puis là, je vois moi que c'est toujours un peu moins parce que moi, je check les affaires, les textes, puis les références pendant que Vincent parle, bien souvent. Toi, un petit peu plus, puis littéralement 80% du temps, c'est Vincent qui parle. Fait que là, ben, ça va être nous autres qui vont parler. Ouais, on est capable de parler d'économie, nous autres aussi. Puis en plus, on va parler de tout plein de sujets que Vincent aime pas aborder. Fait qu'on va pouvoir faire plus de macro, probablement. On va peut-être même parler d'économie comportementale. On sait qu'il aime beaucoup ça, le behavioral. Tu sais, juste pour faire chier, on va tout scraper le podcast. C'est drôle que tu parlais d'économie behaviorale parce que tout à l'heure, je lisais un article sur, je me souviens plus si c'était sur Yahoo Finance ou dans le Wall Street Journal, puis la personne qui écrit l'article, c'était sur justement l'économie comportementale, puis elle disait ouais, arrêtez de dire là, arrêtez d'utiliser ça, là, vous dites que les gens sont irrationnels, puis là, j'étais comme, c'est pas que les gens sont irrationnels. Les gens qui ont lu le livre de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, ou je pense qu'en français, c'est système A, système B ou système 1, système 2, là, les deux vitesses de la pensée. T'sais, il l'explique bien là-dedans. C'est pas une question d'irrationalité, c'est plus une affaire de. L'être humain fonctionne beaucoup par la mémoire. Donc, quand on réagit avec dans des situations, en général, on réagit parce que, bon, quand cette situation-là s'est présentée 25 fois, j'ai toujours fait la même affaire, où en général, il se passait telle affaire. Donc, de manière un peu instinctive, je vais faire telle affaire. Donc, c'est pas ce qu'il explique là-dedans, c'est pas irrationnel de faire ça, parce qu'en général, le passé est quand même garant de l'avenir. Donc, c'est un mécanisme mental qui est rationnel. Si à chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu as deux collègues de travail qui sont en train de parler dans ton dos, ben, c'est rationnel de présumer qu'ils le font la prochaine fois que tu vas rentrer dans cette pièce-là. C'est pas irrationnel de faire ça. C'est juste qu'on est fait comme ça, les êtres humains. Mais je sais pas, ça a l'air à bien déranger beaucoup d'économistes, ça, parce qu'on présuppose que les gens sont irrationnels. Ben, en fait, c'est des écoles de pensée. Hein. L'idée, parce que moi, j'ai lu beaucoup dans ces affaires-là, puis le livre de Thaler, qui est probablement celui qui est le plus en vue de ce côté-là, il exprime quand même vraiment bien. Ça l'affaire, je me suis rendu compte en lisant un autre livre. C'est un livre de management, ça part à part. Je vais en parler probablement un année dans une pilule rouge, mais que j'ai fini ce livre-là. Je suis en train de souligner des bouts dedans. Puis, tu sais, justement, le gars a lu aussi des livres par rapport à l'économie comportementale. Puis, de la manière qu'il interprète ce qu'il a lu, c'est là que je vois vraiment l'inconfort des économistes avec cette science-là. Parce que là, on arrive à dire, il sort de ça, puis il dit, écoute, je suis dans les 2 premiers chapitres, là, je ne ferai pas une critique complète du livre, mais il arrive vraiment dans une situation où il dit, écoute, tout le temps, on a pensé dans les écoles de management qu'il fallait
optimiser le comportement de notre employé. Donc, il fallait donner un système d'incitatifs qui allait optimiser le comportement de l'employé pour amener une meilleure productivité dans l'entreprise, tout ça. Mais on a tous basé nos modèles de pensée comme si c'était un homo economicus. Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les livres de Thaler. L'homo economicus, c'est que il suppose, lui, de son côté, que la science économique a été bâtie sur ce modèle-là. Puis le mot economicus, c'est un psychopathe. C'est vraiment un psychopathe d'une certaine façon. Lui, il est là que pour maximiser son bien-être, son bonheur, ses affaires. Les exemples qu'on va donner, justement, bien simples. Là. On dit, ben écoute, je pense qu'il y a même un humoriste là, qui a fait des affaires québécois en Allemagne, si je ne me trompe pas. Lui, il est arrivé, il dit, moi, je ne charge rien pour mon spectacle. On passe le chapeau à la fin, puis vous mettez le montant que vous voulez. Puis ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il ramassait de l'argent, puis il trouvait ça bizarre, parce qu'il dit, les gens ont assisté au spectacle, ils auraient pu partir sans payer. Puis il y en a probablement qui partent sans payer, mais malgré tout, je ramasse de l'argent, puis je ramasse peut-être plus d'argent que si je faisais payer avant. Fait que là, on dit, le mot economicus des modèles économiques classiques, lui, il ferait pas ça. C'est un psychopathe, le gars. Il voit le chapeau. Hey, j'ai eu ça gratis. Pas besoin de mettre d'argent dans le chapeau, puis il s'en va. Fait qu'ils disent, il y a certaines personnes qui vont essayer de détruire toutes les théories économiques en utilisant les modèles d'économie comportementale en disant, ben regardez, votre hypothèse de base, c'est que Homo economicus fait juste optimiser son utilité, optimiser son bonheur, peu importe. Donc, votre hypothèse de base est mauvaise, donc on doit tout changer. Je comprends l'inconfort des économistes à ce moment-là quand on vient faire des affaires de même. À un moment donné, ça ne marche pas. C'est pas ça la game. Moi, en étant en finance, puis la finance comportementale, c'est quelque chose qui a reçu beaucoup, beaucoup de recherches scientifiques de ce côté-là, autant en psychologie qu'en économie. Puis la raison est fort simple, c'est qu'il y a un business qui a de l'argent beaucoup. Là, financer des chaires de recherche, des choses comme ça, c'est quand même assez facile. La finance comportementale, c'est pas un enfant pauvre. Dans l'industrie de la recherche. Au contraire, il y a beaucoup de firmes qui sont prêtes à payer pour ça. Parce que, tu sais, si tu arrives et tu dis on fait juste investir dans des index boursiers, par exemple, puis on achète juste des FNB, tu n'as plus besoin de prendre de décision, tu n'as plus besoin d'automatiser tout. Ben, il y a des firmes qui perdent de l'argent. Tu sais, les firmes veulent essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose du côté de la finance comportementale qui pourrait nous aider. Puis effectivement, il y a plein de découvertes qui sont faites de ce côté-là. Puis c'est pour ça que je lis beaucoup sur ces sujets-là, parce que ça touche ma job. Puis c'est vrai, le comportement de l'humain est extrêmement important quand on gère la finance. Fait que c'est ça un peu l'idée derrière les travaux de Thaler. C'est l'affaire, c'est que il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre puis qui se disent, OK, tout ce qu'on faisait avant, c'était de la merde, voici une révolution, puis on part avec ça. Ça, c'est complètement absurde de penser ça. Puis il y a peut-être aussi des économistes qui disent, écoute, it's all bullshit. Là. C'est juste de la psychopop. Fait qu'on ne devrait pas s'en occuper. C'est pas mieux. Là. J'ai retrouvé l'article que je te parlais. C'est dans le Mises, sur le site de l'Institut Mises sur Internet. Puis l'article s'appelle Stop trying to turn economics into a branch of psychology. Là, ça explique justement un peu ce que tu racontes, puis comment, du point de vue de la personne qui écrit l'article, un peu comment tout ça, c'est de la bullshit. Mais tu sais, en même temps, l'affaire, c'est que l'économie, c'est quelque chose de extrêmement multifactoriel. Ouais, quand tu analyses un phénomène économique, oui, tu peux l'analyser à l'aide de théories ou de modèles économiques, mais en même temps, il y a une partie de géopolitique là-dedans, il y a une partie de politique intérieure, il y a une partie, c'est sûr qu'il y a une partie de psychologique là-dedans, mais c'est sûr que si tu vas dans tout ce qui est plus macroéconomie, la politique monétaire ou l'inflation, ce genre de trucs-là, peut-être l'aspect psychologique va être moins important, évidemment, parce que plus tu t'éloignes de l'individu, moins c'est important. Plus tu te ramènes à l'individu, plus ça va être important. Mais tu vas avoir toutes sortes de composantes là-dedans. Là, on parle de la psychologie, mais ça pourrait être aussi justement des aspects culturels. Dans certains endroits du monde, il est socialement bien vu de faire X, Y choses en public. Donc, là-bas, les choix des gens vont être influencés. Leur set de choix dans une situation donnée va être influencé par un truc culturel. Je pense que nier ça,
puis dire que tous les humains sont semblables puis ils vont répondre aux mêmes trucs, ça me paraît un peu naïf. Là, je pense que c'est évident de voir. Tu disais, mettons, dans un. Si on reprend l'exemple du spectacle, d'après moi, si tu fais le même expérience, mais tu le fais, mettons, en France, en Italie, après ça en Égypte, en Chine, puis en Amérique du Sud, tu vas avoir des résultats différents à ton expérience. Parce que là-bas, tu peux avoir un pays où, mettons, je sais pas moi, typer les gens, c'est très bien vu, puis dans d'autres places, c'est plutôt mal vu, c'est comme un manque de respect. Puis ça, c'est clairement, ça va influencer les résultats de ton enfant. Fait que, il y a toutes sortes de composantes là-dedans. Moi, je pense que les gens les plus brillants, j'imagine, essayent de prendre en considération tout ce qui est un peu multifactoriel. Sinon, à mon avis, tu passes un peu à côté de la plaque. Oui, exactement. Puis, quand on dit c'est multifactoriel, qu'est-ce qui fait? Quand on fait des recherches comme ça, on dit regarde, normalement, l'homo economicus ne devrait pas donner d'argent dans le chapeau, mais il y en a qui en donnent. Ben, peut-être que la personne a aussi maximisé son intérêt en le faisant parce qu'il y avait un sentiment de culpabilité de ne pas le faire. Donc, au lieu de vivre ce sentiment de culpabilité-là, elle préfère mettre de l'argent dedans. Ça, c'est une théorie qui est fort possible. L'autre, c'est les gens, ils se disent écoute, c'était bon, je veux encourager cet artiste-là. Je veux qu'il survive dans cette business-là. Je veux le stimuler à produire d'autres contenus parce que je suis prêt à continuer à consommer son contenu. Donc, moi, mettre 50$ dans le chapeau, je trouve ça vraiment intelligent parce que je sais que ça va motiver la personne à me créer d'autres contenus dans le futur. On peut ramener ça à l'égoïsme aussi, d'une certaine façon. Fait qu'au lieu d'arriver et de dire non, Homo economicus, c'est un psychopathe, puis lui, là, c'est juste, là, j'ai consommé, ça me coûte rien, c'est parfait. Non, l'équation est quand même un peu plus complexe que ça, d'où ce que tu appelles multifactoriel. Fait qu'à un moment donné, en faisant d'autres recherches ou en faisant peut-être des sondages pour essayer de comprendre les gens, on est peut-être capable de trouver finalement que les théories économiques de base ont été appliqués un peu comme espéré. C'est juste qu'on n'avait pas anticipé ce genre de résultats-là au début. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait dans les départements d'économie pour ces affaires-là. Puis gardez une chose en tête, c'est jamais noir ou blanc, peu importe les recherches qui vont être faites. Mais la science d'économie comportementale, je trouve qu'elle a sa place. Les gens qui veulent bisbailler cette science-là, ils passent à côté de quelque chose parce que de faire ça multidiscipline avec la psychologie, je trouve ça intelligent. Parce que moi, je l'ai déjà dit, dans mon métier de tous les jours, je trouve des applications. L'exemple le plus frappant que je vais toujours avoir, on dit par exemple que, en général, la gestion active, ça ne vaut pas la peine de payer pour ça. On ne bat pas les rendements à long terme. Puis là, on va souvent prendre les gestionnaires d'actifs moyens, premièrement, pour faire ça. Ben écoute, toutes les recherches qui ont été faites dans cette direction-là, il n'y a rien de faux. C'est effectivement vrai. En général, les gestionnaires d'actifs moyens ne battent pas les indices ciment à chaque année. Mmh. Puis, c'est la réalité. Fait que là, la réponse d'Homo economicus ou des gens purs économiques, c'est de se dire ben écoute, achète juste des fonds négociés en bourse, paye le moins cher possible de frais. Tu ne battras pas l'indice. Je veux dire, tu achètes l'indice moins les frais. Fait que tu ne battras pas l'indice. Mais c'est enough. Parce que si tu paies quelqu'un en gestion active, ça ne vaut pas la peine. La réalité, c'est la suivante. Quand tu es vraiment sur le terrain, c'est que les clients, la réalité, c'est qu'ils n'appellent pas quand ça va bien. Okay? Vraiment, quand les marchés vont bien, ils ont une bonne année, ils sont corrects, ils sont contents, ils sont satisfaits. Quand tu vas avoir des discussions avec eux autres, ça va être vraiment agréable. Mais c'est pas eux autres qui vont provoquer une discussion, souvent, dans ces situations-là. Alors qu'en réalité, quand ça baisse, là, on se fait bombarder. On se fait vraiment bombarder d'appels. Moi, probablement moins que d'autres, parce que j'ai un discours, dès la première rencontre, je fais la promesse aux gens qu'un jour, je vais leur faire perdre de l'argent. Fait que tu sais, je fais un coaching, je fais une pédagogie pour déjà préparer la personne mentalement à ça, mais il y a plusieurs gens qui s'imaginent qu'ils ne perdront jamais d'argent en bourse. Fait que ça, il faut que ça soit coaché. Mais la réalité, c'est que quand il y a une baisse, là, on entend parler des clients. Puis là, on appelle, puis là, on a de la job pour de vrai. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les gens ressentent plus les pertes que les gains. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut arriver et dire que la moyenne de rendement est tout ce qui compte? Ben non. Moi, en pratique, c'est pas vrai. La réalité, c'est que quand les marchés baissent, si j'ai un gestionnaire actif qui baisse moins que l'indice dans ces moments-là, mais qu'il avait monté moins dans la période euphorique, puis
qu'en bout de ligne, ça donne le même résultat que l'indice, disons, ben, j'ai une très grande préférence pour ce type de gestionnaire-là. Parce que pour mes clients qui ressentent plus les pertes que les gains, Ouais. ben, j'ai un gain au niveau psychologique. Donc, ça m'aide à placer le client dans un état d'esprit où est-ce que je diminue les chances de faire une gaffe. Donc, une gaffe, c'est quoi en finance? C'est de vendre quand c'est bas ou d'acheter quand c'est haut avec de l'emprunt, par exemple. Mais il y a plus de chances que les gaffes qu'on voit le plus souvent, c'est pas d'acheter quand c'est haut avec de l'emprunt. La gaffe qu'on voit le plus souvent, c'est de vendre quand c'est bas. Vendre quand il y a un moment de panique. Puis le gros de notre job, c'est de prévenir ces catastrophes-là pour un portefeuille. Fait que quand tu arrives, tu vois des affaires de même, puis tu as à dealer avec ça au jour le jour, ben, finance comportementale est importante. Puis dans ce temps-là, tu arrives, tu dis, OK, là, tu regardes un peu les gestionnaires actifs, puis effectivement, ils ont tendance à sous-performer dans les moments où est-ce que les marchés sont les plus euphoriques, mais ils ont tendance à surperformer dans les moments de baisse. Puis encore là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais le type de gestionnaire que je sélectionne, c'est des gestionnaires qui, généralement, quand l'euphorie pogne, ils ont tendance à dire, bah, on garde un petit peu plus de cash en portefeuille, on va aller dans des secteurs un peu plus défensifs, consommation de base au lieu de discrétionnaire, par exemple, des choses comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie des gestionnaires que j'ai sélectionnés au fil du temps. Fait que c'est pas juste la moyenne de rendement sur 10 ans qui est important. C'est comment ce rendement-là a été fait. Tu sais, si tu montes de 40 puis tu baisses de 30 l'année d'après, tu as fait zéro en bout de ligne. Mais c'est pas le même résultat que le client que si tu as fait plus 12, moins 10. Là. Il va y avoir une différence marquée au niveau du comportement du client. Pourtant, en bout de ligne, sur 2 ans, tu as fait à peu près 0% de rendement dans les deux cas. Là. Non, c'est clair. Mais tu sais, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu des vieilles guerres de clochers, là, à quelque part. Là. Si Vincent était là, il pourrait peut-être se défendre, mais comme il n'est pas là, hein, on peut s'amuser. Parce que, tu sais, quand moi, j'étais à l'université, par exemple, dans un tout autre ordre d'idée, si, mettons, tu arrivais puis tu faisais un travail de recherche sur quelque chose, puis tu arrivais avec comme source, mettons, des articles scientifiques qui ont été écrits, mettons, par un historien ou un économiste, c'était toujours un peu mal vu. Tu sais, ouais, c'est pas quelqu'un qui est en philo pur, c'est quelqu'un qui est en économie ou en histoire ou en sociologie. Tu sais, c'était un peu mal vu, sauf par quelques profs qui arrivaient plus jeunes. Qu'eux autres, ils avaient été un petit peu, souvent, il y avait eu des cours dans d'autres universités ailleurs dans le monde où l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité était comme plus encouragée. Puis, tu sais, tu as des écoles, des universités, des départements d'université qui commencent à mettre ensemble des disciplines qu'avant, on ne voyait pas. Je vais te donner un exemple bien simple. Avant, un historien, la méthode classique, c'est quoi? C'est l'historien raconte le passé avec les écrits. Fait que là, si tu veux savoir ce qui s'est passé à telle époque, tu retournes, tu vas chercher les journaux qui étaient écrits par les nobles de l'époque, tu vas rechercher des traités, des ententes qu'il y a eu entre deux pays, les traces écrites. Un petit peu de traces matérielles quand tu vas dans l'archéologie, mais grosso modo, c'était ça. Avec le temps, il y en a qui ont commencé surtout avec l'histoire, mettons, de l'Égypte, ce genre de trucs-là, ils ont commencé à intégrer tranquillement pas vite des techniques scientifiques. Au lieu d'essayer de dater un événement en fonction des traités et des écrits qu'on retrouvait, ben, ils faisaient venir, par exemple, l'exemple classique, c'est tu fais venir quelqu'un pour faire une datation au carbone 14 d'un truc bien précis pour savoir à quelle époque ça remonte. Donc là, tu es dans l'histoire, mais tu fais appel à une technique scientifique bien précise. Puis là, ben, maintenant, je me souviens d'avoir vu un documentaire sur justement l'histoire de l'Égypte. Puis là, il retrouvait, mettons, quelqu'un qui avait travaillé sur une pyramide, puis il faisait venir des genres de, je ne sais plus trop comment il appelait ça, là, mais c'est un genre de médecin qui fait de la paléomédecine. Là. Dans le fond, la médecine de l'Antiquité, aller revoir des squelettes, puis examiner qu'est-ce que. Puis là, il disait, OK, regarde, la personne qui était ici, regarde son dos. Il y avait probablement telle maladie ou tel problème qui est induit par tel genre de travail. Donc, forcément, vu son squelette, il devait travailler à amener les pierres jusqu'à la pyramide. Lui, non, parce que regarde, son corps, il n'a jamais été déformé par des travaux de cette ampleur-là. Donc là, tu reconstruis le passé, mais à l'aide de savoir ou de techniques scientifiques. Donc là, à ce moment-là, l'historien seul qui fait juste examiner des traités, il est pertinent, mais il ne t'amènera pas la richesse de ce que les autres savoirs vont t'amener. Fait que là, à ce moment-là, un département d'histoire
universitaire. Il peut y avoir des médecins dedans, il peut y avoir des gens qui sont en physique, qui font de la datation, des trucs de même. Fait que là, tu deviens. Il y en a qui voient ça comme genre, ouais, c'est. Tu sais, c'est un peu, là, vous êtes en train de faire de l'histoire une sous-discipline de telle patente, un peu ce que je te disais tantôt avec la psychologie. La réalité, c'est que si tu veux vraiment aller dans l'analyse fine des événements, puis faire appel à tous les savoirs que tu peux, ben, je veux dire, c'est plus facile de faire appel à une multidisciplinarité. Même chose si je me souviens je me souviens plus c'était à propos de quel personnage historique bien précis, mais maintenant, ils ont retrouvé son tombeau. Puis, justement, avec toutes sortes d'analyses, ils ont été capables de savoir à peu près à quel âge il est décédé en fonction des maladies qu'il devait avoir, qui laissaient des traces au niveau des os, puis ce genre de trucs-là. Un historien n'a pas le set de skills pour trouver ça par lui-même. Il peut réussir à trouver un texte quelque part de quelqu'un qui va dire ouais, le roi était malade, mettons, mais par lui-même, je veux dire, il ne peut pas analyser le squelette et te dire que il y avait tel ou tel problème. Fait que, moi, je pense que la multidisciplinarité, avec le temps, ça va nous apprendre des affaires qu'on ne savait pas. Puis ça suppose que tu assoies sur une table un psychologue, un médecin, un économiste, un historien, puis c'est tout ce monde-là ensemble qui va arriver à quelque chose qui ressemble un peu à de la vérité. Ben, écoute, un des plus grands succès qui est attribué un peu plus à l'économie comportementale est au niveau du don d'organes, par exemple. Le don d'organes, si on est homo economicus qualifié par certains de psychopathes, si tu le fais, c'est pour une raison altruiste ou peu importe, mais tu sais, si vraiment tu veux le faire puis tu veux maximiser ton bonheur en le faisant ou ton utilité en le faisant, il n'y a aucune raison que tu le fasses pas. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre un opting-in versus un opting-out pour le don d'organes. Donc, si par défaut, tout le monde est donneur d'organes et que tu dois opter out, puis que c'est un processus très simple là, que tu mets en place pour un opting-out, versus un processus très simple pour faire un opting-in, tu vas avoir une quantité de donneurs d'organes dramatiquement différente dans les deux situations. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté individuelle de dire automatiquement tu es un donneur d'organes, mais on te facilite la vie si tu veux opting out? Moi, personnellement, je pense pas. Je suis d'accord avec ce genre de principe-là. Surtout s'il y a des gains. Je veux dire, si c'est facile opter out, puis que c'est vraiment fait de cette manière-là, en voulant respecter la liberté individuelle, moi, je suis d'accord avec ça. Mais je vois pas pourquoi on ne serait pas dans un mode opting out versus opting in, parce qu'on a plus de donneurs d'organes dans une situation d'opting out. Puis, c'est bon pour tout le monde. Moi, ça fait mon affaire aussi, là, s'il m'arrive de quoi, d'avoir accès à plus d'organes, éventuellement, là, si j'en ai besoin un jour. Fait que c'est Ça, ça. un peu aussi, je pense, dans l'assurance collective. Là. Oui, Tu sais, mettons, moi, je donne cet exemple-là. Tu es étudiant dans une université, puis là, tu atteins, mettons, on va dire le deuxième cycle. Par défaut, tu es assuré pour le dentaire, chiro, toutes ces patentes-là en assurance collective. Puis si par défaut, tu l'as, tu cotises. Si tu le veux pas, tu remplis un petit papier et tu dis, je me sors de cette assurance-là et tu sortes. Merci. Ça, c'est un peu un exemple de ce que tu dis de opting in, opting out. Là. ouais, c'est ce qu'on va voir, le nudge economics. Je pense c'est le même qu'il avait appelé ça dans ce que j'avais lu. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont pas bien intentionnés dans ces choses-là, dans le sens que, regarde les associations étudiantes, par exemple, c'est un opting out, mais qui n'est pas simple. Toutes les personnes qui ont déjà essayé de retrouver leur droit de cotisation à une association étudiante sur les universités savent que c'est difficile. Donc ça, ça, c'est peut-être le danger, je pense, de ce genre de technique-là. Ce qu'on a vu beaucoup en finance au Canada, c'est l'arrivée des RVER, où est-ce qu'on a dit aux employeurs, tu dois absolument mettre en place un régime de retraite pour tes employés qui, aussitôt que tu as 20 employés plus, puis éventuellement, ça a passé à 10 employés plus, tu es obligé d'en mettre un en place. Le modèle minimal à mettre en place, ça s'appelle un RVER, régime volontaire d'épargne retraite. Et c'est le principe d'un opting out. Donc, par défaut, les employés sont enroll dans ce régime-là. C'est très facile d'opter out, mais il y a un prélèvement qui est pris sur leur paye, puis tout ça. Fait que ça a été le thinking qui a été mis en place.
ça n'a pas été si populaire, ça n'a pas été si bien fait non plus, honnêtement, au Canada. Mais c'était un peu la philosophie qu'il y avait derrière ça. Mais moi, je peux dire que ça a eu des résultats quand même, parce que même si le RVER n'est pas nécessairement un programme qui a été très populaire et qui a été mis en place beaucoup, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a forcé les employeurs à dire, bon, ben écoute, tant qu'à mettre de quoi en place, au lieu de mettre la petite affaire de base, je vais essayer de mettre de quoi de plus solide en place pour rétention des employés et tout ça. Puis c'est là que tu te rends compte, souvent quand tu es dans une PME, une petite entreprise, je veux dire, tu pars de zéro, tu crées quelque chose, ça va vite, tout ça. Fait que là, tu as tes employés, ça va bien, bing, bang, là, 10 employés, 15 employés, 20 employés. À un moment donné, tu n'as pas pris le temps de prendre le recul suffisant pour dire, OK, on va mettre en place un régime de retraite, ça va être bon pour les employés, tout le monde va être content, des choses comme ça. Fait que la mise en place du RVER a forcé les employeurs à réfléchir et même s'il n'y a pas tant que ça d'RVER dans le marché, la réalité, c'est qu'il y a plus de régimes de retraite. En tout cas, nous autres, on en a mis en place au fil du temps dans le business. Puis, il y avait une vraie réflexion derrière ça. L'employeur voulait vraiment mettre quelque chose en place pour le bien de ses employés puis améliorer les conditions. Parce qu'on le sait, là, les conditions salariales, aujourd'hui, c'est plus juste ça. Là. C'est la rémunération totale qui compte. Puis même l'ambiance de travail est rendue encore quasiment aussi importante, sinon plus. Donc, il y a des gens qui sont à la limite prêts à avoir des salaires moindres ou des conditions de travail moindres pour être dans un milieu de travail qui est plus stimulant ou qui est plus intéressant ou qui a des possibilités d'avancer. Écoute, je parlais avec un client hier, puis son exemple était vraiment intéressant. Lui, il a changé d'emploi. On lui a promis un poste de direction où est-ce qu'il y avait beaucoup de développement des affaires à faire. Donc, il y avait mis en place de nouveaux processus, des choses comme ça. On a augmenté ses conditions salariales, on a augmenté son package d'assurance collective. Tu sais, il avait coché toutes les cases. Il augmentait toute sa situation personnelle. Il arrive sa job, pénurie de personnel, il manque de gérants un peu de magasin puis tout ça. Puis au lieu de s'en servir pour le poste vraiment qu'ils ont présenté, ils font faire de la job de gérant. Il a le même package, là, il était surpayé pour faire la job. Il a toffé une semaine. Le vendredi, il est allé voir le boss. Il a dit, écoute, c'est ça la job. Je sais mon camp d'ici. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Le gars avait amélioré ses conditions de travail, avait amélioré ses conditions salariales, mais c'est pas pour ça qu'il était allé dans l'entreprise. C'était pour le défi qu'on lui demandait, qui était de mettre en place des nouveaux processus, vraiment une job de gestionnaire stratégique. On lui demandait de faire des horaires, on lui demandait de faire des affaires de punch, puis tout ça. Il était surpayé pour faire ça. Ben là, il dit non, j'ai pas de fun. C'est zéro ça que je suis venu faire ici. Il a sacré son camp. Tu sais, on est dans ce modèle-là de plus en plus. Ouais, puis tu sais, les possibilités d'avancement, mettons, c'est comme quelque chose qui est difficile à mesurer là, de l'externe parce que, tu sais, je parlais avec un ami récemment, puis lui, justement, il me racontait quand il était lui, c'était en informatique, quand il était question de choisir, parce que les autres sont tellement en demande qu'ils choisissent où ils vont, là, toute fin pratique. Là. Puis il y avait une espèce de symposium, là, pas de symposium, là, mais de genre de meeting de fin de deck où des représentants d'entreprises viennent les cruiser, là, si on veut, là, pour qu'ils viennent travailler chez eux. Puis, tu sais, il dit clairement, mettons, t'avais le gouvernement fédéral qui était là, puis le provincial aussi. Puis, tu sais, au niveau du gouvernement fédéral, c'était des excellents salaires, des conditions bétonnées, puis toute la patente, mais, tu sais, il dit, j'étais plus intéressé par, mettons, l'autre, la plus petite entreprise, qu'eux me disaient que très rapidement, je pouvais me ramasser team lead, puis avoir du monde sous ma supervision, puis avoir des projets qui vont m'être confiés personnellement et non pas juste un simple exécutant d'une espèce de grosse chaîne. Puis il dit, tu sais, gouvernement, je m'enlignais plus pour répondre au téléphone parce que quelqu'un a mis 3 fois le mauvais mot de passe dans sa session. Là, là. Fait que quand tu es étudié pour être un programmeur puis quasiment un ingénieur logiciel, c'est un peu de la merde, là, faire ça comme travail, peu importe le salaire que tu es payé. Puis l'avancement se fait pas vraiment au mérite, mais plutôt à l'ancienneté. Donc là, en tout cas, les qualifications sont pas tant que ça importantes là-dedans. Fait que il y a c'est quelque chose qui est dur à quantifier d'un point de vue monétaire. Là. On revient un peu à l'histoire de l'homo economicus. Si tu choisis juste de manière purement mathématique, là, ben, regarde, ça, c'est plus payant, je m'en vais là. Mais oui et non. L'humain fonctionne d'une manière différente. Là. En fait, c'est là, je pense que la plupart des gens qui vont lire
la littérature de l'économie comportementale vont faire des gaffes. C'est d'aller dire, écoute, voici ce qui est dit en économie comportementale, c'est un nouveau paradigme, on flush tout le reste. C'est une grosse gaffe. Parce que dans l'exemple qu'on donne, c'est là qu'on se rend compte, non, l'économie, c'est multifactoriel. Donc, les modèles de base sont peut-être quand même encore bons pour prédire le comportement des individus. C'est juste que il faut intégrer plus de variables à l'intérieur des modèles que juste dire c'est du salaire puis un fonds de pension. Il y a vraiment plus d'éléments qui interviennent dans les décisions aujourd'hui. De la même façon que le monde a changé, je veux dire, on est à un monde où est-ce qu'il y a de plus en plus de choix. Ça fait en sorte qu'il y a une partie de la population qui est complètement mêlée. Ça fait en sorte aussi qu'il y a une partie de la population qui va avoir un peu plus d'anxiété parce qu'un choix peut générer de l'anxiété aussi. Mais faites juste penser à la musique des années 70. Je veux dire, c'était rock and roll ou ben non disco. Là. Je veux dire, il n'y avait rien d'autre. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça. Tu t'en vas sur Spotify et puis tu découvres des nouveaux genres de musique. Là. C'est hallucinant la quantité de choix qu'on a maintenant. C'était pas le cas dans le temps. Ben, au niveau du cinéma, c'est le cinéma, ça me fait capoter. Là. On a écouté, il y a une couple de jours, moi et ma blonde, un film qui s'appelle The Colony. C'est un film, c'est sur Netflix, c'est un film allemand avec là-dedans, il y a des acteurs britanniques et américains réalisés par des Allemands. Tu sais, on- avant là, tu disais à quelqu'un, mettons, j'ai écouté un film, puis ça a été un film européen, c'était comme, tu sais, t'as été dans un cinéma de quartier, puis t'as écouté ça en noir et blanc. Tu sais, mais alors qu'aujourd'hui, tu sais, on peut consommer via les plateformes. On est vraiment plus ouvert sur des nouvelles choses qu'on n'avait pas accès avant. Tu sais, puis là, j'écoute ça, puis des fois, la réflexion qui me vient, c'est, tu sais, peut-être, dans le fond, j'ai manqué, je ne sais pas, moi, 50 ans ou 30 ans de très bons films qui, peut-être, dans certains pays, sont des classiques. Tu sais, que les gens se font des insides un peu comme nous autres avec, je sais pas, moi, Kill. FTG. Ouais, ou tu sais, je sais pas, moi, c'est là-bas, ce film-là, c'est comme leur Kill Bill ou tu sais, ce genre de truc-là. Mais là, nous, on commence à avoir accès à ça. Slapshot. Des séries. Même sur Netflix, tu as même des films qui sont faits en Russie ou tu vois des affaires que tu ne voyais pas avant. Ça, ben, veux pas, ça modifie notre manière de voir les choses. Parce que ces paramètres-là, on ne les avait pas avant. Avant, quand tu parlais de films européens, on pensait à quoi? On pensait à Dîner de con, puis 2, 3 films français. Oh, ouais, puis, Ouais. moi, j'écoute des films de répertoire. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'image qu'on avait. Là. Exact. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que, finalement, oui, il y avait une domination de Hollywood, si on veut, puis du cinéma américain sur le monde. Mais quand même, aujourd'hui, je veux dire, une des séries les plus vues sur Terre, c'était La Casa de Papel, puis c'est produit en Espagne. Là. Exactement. Ah, exactement. Fait que le monde change effectivement, mais je pense qu'on intègre de plus en plus ce phénomène-là du multifactoriel. Moi, je m'y plais dans un monde comme ça. J'aime avoir le choix, j'aime découvrir, j'aime être ouvert d'esprit. Mais un peu comme je disais, c'est pas tout le monde qui apprécie ça non plus. Là. Je veux dire, puis il y en a qui poussent des fois la loque un peu plus loin. Là. On a juste à penser à tout ce qui se passe avec les gens puis toutes ces affaires-là. Là. Tu te dis, ouais, maintenant, il y a des choses qui peuvent rester un peu plus simples, je pense, puis on n'est pas obligé de toujours prendre ce qui est marginal puis de parler que de ça. Mais l'anxiété aussi, c'est majeur, je pense, dans ma tête. Là. L'anxiété générée par les choix qu'on a à prendre, c'est quelque chose qui est très réel. Mais ça, je m'y plais dans un monde comme ça. Je vais ramener ça un peu au livre que je suis en train de lire. Il y avait une des études qui étaient citées qui m'avaient fait freaker. J'ai juste pris l'abstract parce que c'est ça. Je m'appelle pas Vincent Gelozo. Je n'ai pas que ça à faire, lire des affaires qui ne m'intéressent pas dans la vie. Là. On le salue. Economics Education and Greed, c'est une recherche qui est publiée en 2012. Puis, tu sais, on essaie de démontrer avec cette recherche-là que les gens qui ont été formés dans les écoles de management ou d'économie sont borderline psychopathes, justement. Fait que, tu sais, on lui fait jouer le jeu du dictateur, par exemple. Puis, on se rend compte que les résultats des gens avec une formation économique sont très différents de la population générale, par exemple. Mm-hmm. Tu sais,
Je sais pas exactement c'est comment ils ont fait leur recherche. Probablement que Vincent l'a déjà lu ou peu importe. Puis ça, c'est là qu'on se rend compte qu'il nous manque dans le podcast parce que j'ai pas le temps de le lire puis de vous en parler. Mais ce que ça me dit, pareil, c'est que moi, ça m'a été garoché de même dans un livre de management. C'est de dire, regarde, voici la preuve que les gens qui ont une formation économique classique, ils comprennent rien à comment ça marche. Tu joues au jeu du dictateur, puis ils sont plus psychopathes que les autres. Puis boum, on passe à l'autre sujet, puis voici maintenant notre évolution que nous, on veut implanter dans le livre. Fait que tu sais, ça m'a fait rire un peu la passe, mais tu sais, t'es là, tu dis, non, si tu es étudiant en économie ou en management, je veux dire, tu as passé ta vie à réfléchir à la théorie des choix, comment les gens vont se comporter devant un choix. Donc, c'est logique que tu aies un comportement qui est différent aussi de la population générale dans certaines situations parce que, justement, le choix n'est pas juste banal. Puis, je pense que les gens qui ont une formation économique devant un choix économique qui leur est présenté, vont avoir une tendance à analyser le choix qu'ils sont en train de faire, alors que la plupart des gens, on est sur le pilote automatique. Ça revient un peu à Thinking Fast and Slow. Là. Oui, exact. Donc, la résultante est un comportement différent. Parce que les économistes ont choisi, à un moment donné dans leur vie, de sortir de l'automatisme quand on leur présente un choix. Leur job, c'est d'étudier les choix des gens. Donc, à toutes les fois qu'ils ont un choix à faire dans leur vie, ils l'analysent de la base. Donc, ils ne sont pas en mode pilote automatique. Ils ne sont jamais en mode pilote automatique. Puis, tu as juste besoin d'avoir une discussion personnelle avec Vincent pendant 1 heure de temps pour te rendre compte qu'il est freak en sacrement de la manière qu'il analyse toutes ses petites décisions dans sa vie personnelle. Mais puis même, moi aussi, je le suis. Des fois, ma blonde, elle va me conter des affaires qui lui arrivent à la job. Puis, tu sais, je vais avoir tendance à l'analyser, mais d'une manière détachée et économique sur, ouais, mais voici comment les gens se sentent ou c'est quoi le choix réel, tout ça. Est-ce que c'est parce que j'ai une tendance à être plus proche d'un psychopathe que d'autres choses? Ben non! Non, je suis juste pas sur le pilote automatique. C'est la grosse différence dans ma tête. Mais là, tu lis des recherches comme ça. Elle est peut-être bien bonne, la recherche. Mon pilote automatique me dit que je devrais pas perdre mon temps à la lire. Là. J'ai une période REER à faire aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu Mais le même que je le vois. je pense que tout ce qu'on fait un peu, puis en particulier la formation qu'on a dans la vie, crée une genre de déformation professionnelle qui nous suit tout le temps. Là. Et puis, sans aller bien trop loin, moi, j'avais un de mes amis, Nicolas, s'il nous écoute, il va se reconnaître. Lui, il était longtemps pour payer ses études, puis tout, il était réceptionniste dans un hôtel. Puis, encore aujourd'hui, ça fait des années qu'il travaille plus Je là. pensais que tu allais dire qu'il dansait dans un club. Non, non, non. Ben, peut-être, ça, c'est un bout de sa vie que je suis pas au courant. Là. Mais encore aujourd'hui, bien que ça fait des années qu'il ne travaille plus là, son niveau de politesse dépasse celui de n'importe qui que tu peux rencontrer. Mm-hmm. S'il s'adresse à quelqu'un qu'il ne connaît pas, ça va toujours être avec des formules qu'il a intériorisées par son travail. Parce que, tu sais, quand tu es réceptionniste dans un hôtel, puis quelqu'un arrive, c'est pas ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, lui, quand il arrive à chaque fois que je suis avec, ça me marque. On va à l'épicerie ou au dépanneur ou peu importe, puis il parle à tout le monde comme un réceptionniste, comme quelqu'un qui a un. Puis ça, tu le remarques, là, si vous avez une tante, un ami ou peu importe qui a déjà été agent administratif ou réceptionniste dans une clinique dentaire, whatever, c'est toujours des gens qui ont une manière de s'adresser aux autres plus polie que la normale. C'est normal, c'est leur travail qui a modifié leur manière d'être. Moi, ta formation, celle de Vincent, la mienne, ça nous amène tous à faire des trucs différents. Moi, ça peut être une force, ça peut être aussi un défaut. Moi, je ne suis pas capable de regarder un truc, puis un fait d'actualité, puis juste de m'en tenir à ça. Mon cerveau, dans ma tête, il fait tout le temps « Ah, ouais, mais ça pourrait vouloir dire que telle affaire. » Puis je suis tout le temps rendu beaucoup plus loin que ce que la nouvelle dit comme telle. Je cherche les raisons, je cherche le pourquoi du comment. Ça, c'est, je veux dire, Ça partira pas. Ça partira pas. Je pourrais jamais désapprendre d'être de même. Je pourrais jamais, moi, voir une nouvelle passer et faire Ah ouais, Chris, il est donc bien cave, ce gars-là. Tu sais, là, je vais faire Ah ouais, mais je suis tout le temps de même. Il a-tu vraiment dit ça? Il faudrait que j'essaie de retrouver le contexte. C'est un peu pour ça aussi que des fois, il y a des gens que
qu'on connaît qui détestent, mettons, X, Y personne. Puis, tu sais, toi, tu te dis, ouais, mais c'est pas tout à fait ça, là. Il a pas vraiment dit ça ou c'était pas dans tel contexte parce que on est comme habitué d'essayer toujours d'aller voir l'autre côté de la médaille. Puis ça, ben, tu apprends ça avec le temps, mais le problème, c'est qu'un coup que tu l'as appris, tu peux pas vraiment le désapprendre. Puis ça, Ouais, ben, tu sais, pour revenir à l'histoire de l'interdisciplinarité, je pense que le podcast en est un bon exemple, en fait, de ce qu'on dit depuis le début. C'est que, tu sais, on jase de toutes sortes de patentes d'économie, puis, tu sais, un économiste, quelqu'un qui est formé comme actuaire, puis qui fait le métier de conseiller en sécurité financière, puis moi qui a fait de la philo et de l'histoire à l'université. Fait que c'est rendu là, ça part dans tous les sens, mais c'est ça, à quelque part, qui fait que le produit est un peu unique. Puis si tu avais mis 3 économistes, tu n'aurais jamais eu le même type de discussion, au même type que 3 sociologues ou whatever. exact. Moi, je pense que c'est ça qui fait que ça rend les choses peut-être plus intéressantes pour le monde qui nous écoute ou moins intéressant pour le monde qui nous haïsse. Exact. Écoute, moi, j'ai été formé dans ma job, vraiment là, comme conseiller. Là, c'est Denis Julien qui m'a starté. Puis c'était vraiment un bon mentor pour moi. Puis c'est un économiste de formation. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là d'économie comportementale, ça vient un peu de lui à la Mhm. base parce que c'est lui qui a dirigé des lectures, c'est lui qui a dirigé des façons de réfléchir, des façons d'interagir avec le client. Je te dirais que les 2 premières années de ma pratique, j'étais un peu copycat. Donc, j'avais des méthodes qui ressemblaient beaucoup à les siennes, travaillais beaucoup avec des tableaux, lui de son côté. Donc, moi, j'avais un peu la même affaire. Ce qui est Euh, normal. oui, exactement. Puis jusqu'à temps que je fasse ma propre personnalité puis tout ça. Puis à un moment donné, je me rappelle, il me l'avait dit, il dit, écoute, il dit, toi, t'es guéri pour ce métier-là, tu vas trouver ça vraiment facile parce que les actuaires, vous avez appris à penser à long terme dans votre étude. Puis tu vas voir, ça va être un plus dans ta carrière. Fait que tu sais, il me dit ça au début, puis c'était tel que tel. Là, tu dis, ah ben cool, tu sais, puis tu t'en occupes pas. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte dans ma job, c'est qu'il avait totalement raison. Tu sais, je veux dire, quand je parle à quelqu'un de 40 ans, de qu'est-ce qui va se passer pour les 20 prochaines années quand il est dans sa phase d'accumulation, qu'est-ce qu'on va faire avec sa police d'assurance vie quand il va être dans la cinquantaine, comment qu'on va gérer sa retraite quand il va être dans soixantaine, à 70, quand on parle de comment on fait pour prendre cette retraite-là, tu sais, qu'au début de la retraite, oui, il y a des sommes d'argent qui vont plus pour le loisir, les voyages, choses comme ça, mais qu'on s'en garde aussi pour les soins de santé quand on a 80. Puis j'ai une extrême facilité à projeter la finance dans le temps. Puis j'ai une facilité aussi à amener le client à se projeter lui-même dans le temps. Donc, c'est un peu un voyage qu'on fait d'une certaine façon là, avec la personne. Tu sais, il vient chercher des conseils financiers, il pense qu'on fait juste placer de l'argent, puis OK, ton fonds est meilleur que celui de ton compétiteur, c'est où ce que je signe. La réalité, c'est que une des choses qu'on fait, c'est qu'on s'assoit puis on pense au futur ensemble, on pense au futur avec la finance, avec la lunette financière. Puis on parle beaucoup des 20, 30, même 40 prochaines années dans certaines situations. Puis moi, c'est quelque chose de simple pour moi à faire. C'est quelque chose de naturel pour moi de faire. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Puis on le voit, on a à dealer avec beaucoup de gens qui travaillent en comptabilité. Puis le focus comptable est généralement dans une fenêtre de temps beaucoup plus restreinte. Donc, la maximisation du retour d'impôt, ces choses-là, ça se fait sur 1 an, sur 2 ans à l'occasion. Alors que des fois, c'est là qu'il y a peut-être des contrastes un petit peu avec quelqu'un qui est sur une plus longue période de temps. Mais quand on se parle, on finit par se comprendre, puis on finit par avoir une stratégie qui est quand même le fun pour le client. Il y a des comptables qui sont pas capables de parler à des conseillers comme nous parce qu'ils veulent juste faire leurs affaires, puis ils pensent que nous autres, on fait nos patentes, puis on connaît rien ou peu importe. Mais ce que tu te rends compte, c'est que pour le client, ce qui a toujours été une bonne solution, c'est quand il y a une interaction entre ces professionnels de son côté, parce que justement, ils ont tous un peu une perspective qui est différente. C'est ça. Les comptables, pour maximiser le retour d'impôt sur 1 an, je veux dire, c'est les kings, là. Les fiscalistes vont avoir une fenêtre de temps un peu plus grande parce qu'eux, ils vont avoir une vente d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, c'est des stratégies qui se développent sur 3, 4, 5 ans peut-être. Fait qu'ils vont avoir c'est un bel entre-deux, des fois, avec le conseiller financier qui, lui, est tout le temps en mode préparation de retraite puis des affaires qui se passent dans 20, 25 ans. Fait que quand tu arrives, tu es capable d'avoir une belle interaction dans ton équipe de professionnels. C'est là vraiment que le client il en bénéficie le plus. Parce qu'il Mhm. se met dans une position, écoutez les gars, les filles,
Je vous laisse aller, vous entendez, vous parlez, vous mettez en place la stratégie, puis moi, je signe les papiers. Là. C'est beaucoup ça qui se passe. Fait que c'est pour ça, même l'interdisciplinarité, oui, ça se passe au niveau académique, mais ça se passe de plus en plus sur le plancher des vaches, au niveau des professionnels à qui on a affaire. Puis on le voit, je pourrais sortir plein d'exemples avec ma femme aussi, les pharmaciens, les médecins, comment ils ont intérêt à se parler. En fait, ce que tu te rends compte, c'est que les jeunes qui pratiquent, soit en médecine, en pharmacie ou en soins infirmiers, ont une plus grande facilité à interagir entre eux, puis à aller chercher l'expertise des autres. Alors que quand on est un peu plus âgé ou les vieilles méthodes un peu, puis des fois, il y a des jeunes vieux puis il y a des vieux jeunes. On comprend, on fait des généralités, je le sais. Mais quand on généralise comme ça, ce qui ressort beaucoup, c'est que les plus vieux, souvent, c'est le médecin, il est Dieu, puis le pharmacien, c'est quelqu'un qui n'a pas pu rentrer en médecine. C'est un vendu de pelule. Oui, lui, il compte des pelules, puis c'est juste qu'il n'était pas assez fort pour rentrer en médecine. Tu sais, dans un contexte comme ça, est-ce que le patient est gagnant d'avoir ce genre d'interaction entre ces professionnels? La réponse est non, pas pantoute. Non, pas pantoute. Ça change pour le mieux. Du moment que tu es dans un paradigme où les professionnels autres que toi sont juste du monde qui sont là pour te voler ta job, ça avance pas bien aussi. Là. On a ça... Dans ma famille, il y a quelqu'un qui l'a vécu beaucoup avec, tu sais, quand le gouvernement a mis sur pied l'histoire des super infirmières, là, des super infirmiers. Mais tu sais, le but, c'était de pouvoir leur permettre de poser certains actes médicaux qui étaient reliés, tu sais, qui étaient réservés jusqu'à présent aux médecins. Puis, on parle quand même des trucs assez simples. C'est pas un diagnostic de cancer, c'est des trucs quand même basiques. Puis, tu sais, moi, je connais des gens qui ont eu des problèmes là, du type que je vais te poursuivre pour pratique illégale de la médecine. Puis, tu sais, des gens qui étaient refus total d'accepter ces nouvelles affaires-là. Là. Parce que c'est pas vrai que... Parce que c'est un peu ça, tu sais, c'est le médecin là-dedans, c'est un peu le dieu. Puis, en dessous, tu as l'infirmière bachelière qui est un peu sa serviteur. Puis elle, en dessous, elle a les techniciennes, puis finalement l'auxiliaire qui est là, tu sais, pour passe-moi ça, donne-moi ça, puis appelle-moi un verre d'eau. Je caricature, mais on comprend que pour certaines personnes, c'est un peu dans cette hiérarchie-là que ça peut fonctionner. Puis il y en a même que c'est un bassin de femmes potentielles. Je veux dire, on en connaît des médecins qui ont marié 4 infirmières dans leur vie. Effectivement. Ça pas dit niaiserie encore aujourd'hui, il fallait que j'en dise ça. Non, c'est ça. On a-tu encore le droit de dire des affaires de même? Je pense que oui, surtout si c'est la vérité. C'est pas démontré par des études empiriques, disons, quand je dis une niaiserie comme ça. Là. Non, effectivement, mais on en a encore le droit de faire des jokes, j'imagine. Mais tu penses-tu qu'on parle pas souvent avec Vincent, en tout cas pas trop souvent de la pandémie de COVID, mais ça m'a fait penser à ça pendant que tu parlais. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça, le clash qu'il y a entre l'espèce de vision... pour simplifier les choses, on va dire la vision confineuse puis la vision liberté, là, appelons ça de même, que les gens vont comprendre ce que je veux dire par là. L'idée, c'est que toi, dans le fond, par ta formation, par ton métier, tu te projettes dans l'avenir, tu te dis, bon, OK, on a un problème de santé publique, là, parfait, personne ne le nie. Voici comment on va être, ou voici comment on devrait être dans 4, 5, 10, 15, 20 ans. Et par rapport à ça, tu as des gens qui sont comme, ouais, mais écoute, là, à l'hôpital, là, hier, il manquait de staff. Tout, tu dis, ouais, mais OK, oui, mais plus loin, dans 5 ans, dans 10 ans, OK, l'inflation, OK, ce genre de trucs qui arrivent sur le moyen terme, le plus long terme, qui ont un impact négatif, mais que quand on a trop le nez rivé sur OK, mais là, parce qu'on a un peu l'impression que c'est ça en ce moment, c'est de la gestion au jour le jour, en fonction du nombre de personnes qui rentrent, en fonction du nombre de lits, puis c'est une vision qui est excessivement, c'est même pas à court terme, c'est presque heure en heure, là, Oui, exactement. Puis, en fait, c'est deux affaires. La capacité à se projeter dans le temps, oui, mais aussi la fameuse vision holistique. Multidisciplinarité. Je pense que ça va être ça le thème du podcast. C'était pas prévu, mais je pense que ça va être ça. C'est ce qui a manqué cruellement dans l'analyse de la pandémie, la vision holistique. C'est ça qu'on n'a pas fait, la vision dans le temps. Moi, ce qui m'a déprimé le plus dans le temps des fêtes, là,
c'est justement mon incapacité à me projeter positivement dans le temps. Dans le sens que moi, je suis un joueur de baseball. Puis mon but, c'est l'été, là, c'est de jouer du baseball puis de coacher du baseball. Puis c'est là que je relaxe. Là. Vraiment, là, c'est parce que je travaille fort dans l'année, mais l'été, les gens, ils veulent pas trop me parler, puis c'est bien correct. Fait que mon but, c'est de m'amuser l'été. Quand ils nous arrivent avec des affaires de passeport vaccinal, 3 doses, tout ça, puis de présenter un passeport pour jouer, moi, dans ma tête, ça aurait débarqué à l'été. Mais là, j'ai des décisions à prendre, là, parce que là, je vais, tu sais, pas aller au resto, c'est une chose, là, mais scraper ma saison de baseball, là, j'ai 37 ans, là, il m'en reste 2 ou 3 de saison de baseball. Là. Christy, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, pas le goût de prendre ce type de décision-là. Fait que ça m'a affecté le moral beaucoup. Puis l'autre chose qui m'a affecté beaucoup le moral, c'est de dire, ben là, on était vaccinés, 91%, vous avez tout fermé. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous ne fermerez pas tout l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans? Ben, parce que j'ai une facilité à me projeter dans le temps, ça, c'est un bug pour moi, là. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, je suis pas capable de le savoir. Fait que là, tu fais tabarnache, man, il n'y a plus d'avenir ici. Fait que là, tu te ramasses ces sites d'immigration américaine, puis tu te dis, bon, comment ça marche, chacun notre candidat? Puis c'est pas normal. Je suis pas censé avoir ce genre de pensée-là, surtout pas comme entrepreneur. Fait que là, tu es là, tu te dis, c'est vachement important, ce genre de choses-là. Puis oui, c'est ça qui a manqué parce que combien de fois qu'on nous a dit, Sénéchal, ferme ta gueule, t'es pas épidémiologiste? Comment ça, je suis pas épidémiologiste? Pourquoi j'ai pas le droit de parler? Est important la vision de l'économie, puis est important la vision du médical, mais est important aussi la vision de quelqu'un qui a une facilité dans la vie à se projeter dans le temps, puis qui a une facilité aussi à être généraliste. Je suis pas spécialiste dans grand-chose. Je suis spécialiste dans certaines affaires, puis je m'en sers même plus de ces affaires-là. Tu sais, la loi de Pareto, là, c'est bien le fun. Puis j'étais spécialiste là-dedans. Puis je parle au passé parce que je suis rouillé comme c'est pas possible. Mais je les utilise plus, ces patentes-là. Je suis réellement rendu un généraliste pour de vrai. Là. Mais crime, la vision d'un généraliste, c'est correct. C'est ça qui est important. Je veux dire, moi, je me lève le matin, puis une des 5 premières choses que je fais, c'est d'aller sur Yahoo Finance pour voir comment va se passer la journée en bourse. Ça, c'est dans mon système 1 là, de Thinking Fast and Slow. Là. Ça, c'est un automatisme pour moi de me lever le matin pour voir les futures. Ben, en quoi quelqu'un qui s'intéresse à l'économie de cette façon-là n'a pas son mot à dire en pandémie? Crème, tous les articles qu'il y a sur ce stifi de site-là, il y en a 1 sur 2 qui parlent de la pandémie. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a parlé beaucoup de la cellule de crise du gouvernement, puis de la jonction qu'il y avait au niveau du politique puis du scientifique, un peu partout d'ailleurs. Là, ça, c'est pas juste au Québec, il y a eu ça ailleurs, bien que c'était peut-être un peu moins marqué. Mais tu sais, ce qu'on remarque là-dedans, puis moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que moi, ma cellule de crise, ça, il faut le donner à, je pense que c'est Philippe Couillard. Il n'a pas parlé beaucoup depuis qu'il n'est plus premier ministre, mais lui, il disait lui, il a dit ça quand même très tôt, il faudra retrouver l'entrevue, mais il disait qu'il faudrait que le gouvernement crée une cellule de réflexion sur l'après, puis la relance, puis tout ça. Puis dans ce genre de truc-là, même dans la cellule de crise pour la prise de décision, c'est pas vrai que le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'épidémiologistes et de médecins autour de la table. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de ce dont on parle depuis le début du podcast. Donc, autour de la table, là, il n'est pas censé d'avoir. Il ne faut pas qu'il y ait 12 épidémiologistes puis qu'on enlève tous les conseillers de relations publiques. C'est que, oui, un épidémiologiste, oui, peut-être un médecin généraliste, il pourra avoir un psychiatre aussi, il pourra avoir un économiste, il pourra avoir un sociologue, un travailleur social, puis des gens qui amènent des sons de cloche sur toutes les différentes facettes, parce que là, c'est pas vrai là, qu'un épidémiologiste connaît le fonctionnement de la société dans son ensemble. Oh oui, il a étudié comment un virus se propage, comment tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu aies une réflexion sur quels sont les impacts humains, psychologiques, économiques et sociaux de réaliser par exemple, d'interdire les rassemblements privés. C'est pas des mesures anodines parce que c'est des mesures que dans l'histoire récente n'ont jamais eu lieu. Oui, puis moi, c'est une attaque que j'ai jamais faite à François Legault ou à Christian Dubé, hein, de dire c'est juste des comptables, les comptables, pourquoi le comptable prend cette décision-là? Vous m'entendrez jamais dire ça.
Parce que j'ai pas de problème à ce que le premier ministre soit comptable de formation. J'ai pas de problème à ce que le ministre de Santé soit comptable. Sérieusement, ça change à rien dans ma tête. Non, non. La personne qui doit être premier ministre, la personne qui doit être ministre de la Santé, il faut que ce soit des excellents généralistes. Ce qui est important, c'est quels sont les experts qui les conseillent. Et si tu grattes un peu, tu te rends compte d'une chose, ce n'est que de la communication autour d'eux. Fait que quand on arrive et on s'en va dire dans les médias, ce qui s'est passé, là, ce n'est que politique. Tu as juste besoin d'analyser la structure du conseil de crise pour comprendre. C'est juste des coms. Il y avait Arruda qui était du côté de la santé, à rien au niveau de l'économie. Fitzgibbon ne siège même pas sur ce conseil-là. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas d'indépendance là-dedans, dans le sens que, tu sais, le scientifique qui est là, parce que, tu sais, la force, c'est que Horacio Arruda, mettons, puis maintenant, le Boileau, tu sais, c'est pas juste le gars de la santé publique qui est indépendant, parce que ça, les gens, ils comprennent pas tout le temps ces subtilités-là, là, mais c'est important pareil, là. Le gars n'est pas simplement directeur national de la santé publique, qui serait un organisme paragouvernemental ou indépendant du gouvernement. Il est sous-ministre de la Santé. Donc, il fait partie, je comprends que ce n'est pas un élu, mais c'est quelqu'un qui fait partie de la machine. Si le ministre décide de le dégommer, il le dégomme, là, puis il le remplace pour mettre un autre. D'ailleurs, c'est probablement ça qui est arrivé d'une certaine manière, là, bien qu'on ne sait pas tout comment ça s'est passé, là, mais on comprend en lisant entre les lignes, là. Fait que, tu sais, on est obligé, quand on regarde ça, de dire, ouais, tu sais, telle affaire que le gars a dit, ça tue. Est-ce que c'est comme, tu sais, est-ce que il y a quelqu'un dans l'oreillette qui dit, ouais, tu diras ça, tu sais, c'est-tu un carton qui a été glissé? Voici la recommandation que vous nous avez faite. Tu sais, puis je dis pas que c'est arrivé, je dis pas que c'est ça, mais je dis que c'est l'impression que ça donne. Tu sais, quand tu arrives puis tu dis, ouais, les rassemblements pour le temps des fêtes, là, on n'est pas sûr, puis ça va dépendre du portrait. Le lendemain, le premier ministre dit, oh, on va être 20-25, il n'y a pas de problème. Le surlendemain, ouais, là, la santé publique, il nous annonce qu'on va être correct. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense qu'en 48 heures, ils ont fait des études, puis des projections, puis des ci, puis des ça? C'est purement politique, là. Je veux dire, ça crève les yeux, là. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes complètement illusionné, là. Oui, puis ça nous a manqué. L'interdisciplinarité nous a manqué énormément dans cette gestion de crise-là. Puis la projection à long terme. Puis, tu sais, quand on se faisait bitcher, là, la Suède, puis la Suède. La Suède, c'est un symbole d'une certaine façon, là. Mais l'approche suédoise, mettons qu'on voudrait là, la romancer ou la paraphraser, là, vraiment, c'était quoi? C'était de dire, on va coacher l'individu, on va faire des recommandations pour que l'individu prenne des décisions par lui-même qui sont intelligentes en fonction des risques. Fait que dans le fond, notre job comme gouvernement, c'est de fournir les recommandations, d'être transparent et de donner l'information sur l'état de la situation sur le terrain pour les individus. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que les gens vont avoir des comportements plus prudents la journée que les infections vont monter. Ils vont prendre eux-mêmes des précautions. Puis quand on va avoir du lousse, ben, ils vont pouvoir relaxer un peu d'eux-mêmes Mhm. aussi. Puis l'adhésion aux mesures à long terme va être plus efficace. Il va y avoir moins de rébellions, il va y avoir moins de... Persuadé de ça. Exactement, parce que si tu arrives et tu dis, écoute, on fait confiance en l'intelligence des gens, ils sont tombés aussi dans la potion magique du confinement. Il ne faut pas se le cacher. Eux autres aussi, ils ont pogné la chienne, les politicos là-bas. Ils ont été moins pires, mais ils ont pogné la chienne aussi. C'est ça qui a manqué beaucoup. Puis quand on était au début de cette crise-là, c'était le genre de discours que j'avais. C'était, oui, on a fermé une switch vite, vite, vite parce qu'on ne savait pas quoi faire. On était surpris, puis il fallait paniquer. Puis on a agi d'une manière rapide, puis on a décidé de tout fermer. Encore aujourd'hui, je suis pas en désaccord avec ce qui était fait à ce moment-là, parce qu'avec l'information qu'on avait à ce moment-là, pas avec l'information qu'on a aujourd'hui, avec l'information qu'on avait à ce moment-là, c'était un bon call. C'était réellement un bon call. Par contre, 1 mois, 2 mois, fini, là, tu tournes la page, tu dis, OK, bon, what's going on? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'avenir? Ça, ce qu'on a fait là, il ne faut plus retomber là. Là, c'était urgent. C'était une situation d'urgence. C'est pour ça qu'on a fait ça. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Le virus n'est pas parti. Toujours là. Il faut s'en occuper. Ben là, il faut que
tu convainques les gens de faire attention. Puis c'est là vraiment que les valeurs qui auraient décideurs à ce moment-là, c'est des valeurs de transparence, des valeurs de pédagogie, puis des valeurs, je te dirais, de respect des libertés individuelles. Ça aurait favorisé une meilleure adhésion aux mesures. Ça aurait favorisé une meilleure humeur de la population aussi dans toutes ces choses-là. Ça aurait été moins drastique. Il y aurait eu plus de contacts sociaux au début, mais sur une longue période de temps, probablement que ça aurait revenu pas mal au même. Parce que les humains sont intelligents. Avant qu'on impose le masque, on voyait de plus en plus de masques. Ouais, il y avait peut-être, moi je me souviens, la dernière journée, avant que ce soit obligatoire, il y avait peut-être 75% du monde qui en avait. Là. Ah, puis même avant qu'on annonce qu'il soit obligatoire, ma femme, en commerce de détail, elle me disait de plus en plus les gens arrivent au magasin avec des masques. Puis tu sais, elle disait c'était bien correct. Là. Mais encore là, est-ce que les gens auraient agi de même si vraiment on aurait eu accès à de la très bonne information en temps réel de s'il y avait des infections ou pas dans ton coin? Non, c'est ça. Tu sais, je pense que la clé dans ce que tu dis, c'est le. Tu sais, ça revient un peu à la projection dans le long terme. Est-ce que les endroits, tu sais, moi, je m'imagine assez facilement que les endroits qui ont été plus vers un mode de voici ce qui est recommandé, voici ce qu'on suggère aux gens de faire, faites attention, protégez-vous exactement. C'est le discours qui est en train de prendre un peu l'Angleterre là, dans les derniers jours. Est-ce que à la base, la différence dans tout ça, c'est que des gens qui sont les espèces de gens qui font les prévisions de la pandémie puis tout ça, sont arrivés aux dirigeants en leur disant regarde, je pense qu'on en a pour 4 ans. Versus d'autres qui sont arrivés et ont dit ouais, on le sait pas, là, ça va peut-être bien disparaître cet été. Tu sais, dans le sens que parce que si tu arrives et tu dis aux gens, écoutez, là, on va faire un confinement, puis le virus va disparaître, puis après ça, tout va être réglé. Les solutions extrêmes peuvent être tolérables parce qu'elles sont de très court terme. Puis là, comme c'est de court terme, l'adhésion à la population peut être très forte. Par contre, si tu sais d'emblée ou tu te doutes d'emblée que ça ne marchera pas, puis que c'est là pour rester, ben là, tu es comme obligé. Tu sais, c'est un peu comme si je te dis. Tu es obligé de penser à long terme. Ben, tu sais, si je te dis, là, tu restes dans un coin qui est quand même assez criminalisé, la première fois que quelqu'un défonce la porte chez vous, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches quelque part ou tu prends un objet contondant puis tu essaies d'attaquer la personne. OK. Si à tous les vendredis, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez vous, Tu à un moment crisses donné, ton gars. tu sais, mané, tu crisses ton camp de là ou tu t'achètes des verrous, un système d'alarme, tu te payes un garde. Tu sais, mané, tu t'adaptes à cette situation-là pour y faire face sur le long terme. Tu ne peux pas vivre indéfiniment en disant ben, moi, tous les vendredis, à 8 heures, je pars à la course me cachant en dessous de mon lit. Tu sais, tu ne peux pas fonctionner de même sur le long terme. Une fois, ça peut être une réaction humaine et normale parce que tu es pris au dépourvu. Mais sur le long terme, ça ne peut pas être une réaction qui est envisageable comme gestion de ce problème-là. Là, tu sais. Ah, exactement. Exactement. Puis je te dirais, c'est ça le plus grand clash entre ce qu'on pouvait qualifier de confineur puis ce qu'on pouvait qualifier de raisonnable, c'est cela. Parce que dis-toi une affaire. Moi, là, admettons qu'on vit dans un endroit où est-ce que les valeurs de base qui servent à prendre une décision, là, c'est celle que j'ai énumérée, transparence, pédagogie, respect des libertés individuelles. Si, mettons, on a vraiment une juridiction qui a appliqué ça là, à la lettre là, depuis le tout début, quand que je vois Micron arriver dans le temps des fêtes, je suis pas en crise après personne. Là, je veux dire, je suis pas maudit après le gouvernement qui m'a enfermé dans ma maison, rien. Là, je suis zen, là, j'ai accès à l'information. Je vois Micron arriver, puis je vois qu'il contamine tout le monde autour. Naturellement, je réduis mes contacts. Naturellement. Ben oui. Je recommence peut-être à mettre un masque en allant au magasin parce que je l'aurais enlevé, ça fait longtemps. Mhm. Tu sais, c'est ça la game. Puis peut-être que mon masque, je le mets comme du monde quand je le mets. Puis peut-être que je me lave les mains pour vrai à l'entrée du magasin. Si j'ai pas l'impression que c'est un geste de soumission. Ouais. Parce... Puis, tu sais, j'en reviens à ça, bon, pour conclure tranquillement. Là. Dans le livre, justement, de Daniel Kahneman sur Thinking Fast and Slow, il explique que
le deuxième système de pensée, qui est la pensée lente, qui là implique que, OK, là, je fais quelque chose, mais je réfléchis à ce que je fais. C'est la partie de vous-même qui a conscience d'être vous. L'autre partie, c'est l'exemple typique pour C'est le pilote comprendre. automatique. C'est ça. L'exemple typique pour comprendre ce qu'il raconte, c'est ça vous est tous déjà arrivé, vous êtes dans votre voiture, vous revenez de travailler, puis tu sais très bien que tu devais aller chercher un objet chez ta mère ou chez ton ami. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans le stationnement de ta maison ou de ton appartement. Tu te dis, Chris, pourquoi je suis ici? Ben, par automatisme, tu t'es rendu chez vous parce que quand tu roulais, il y a un des deux systèmes qui pense à quelque chose, puis l'autre, lui, il fait ce qu'il a toujours fait. Il revient du travail, puis ça, je pense, c'est arrivé à tout le monde dans sa Un vie. autre exemple qui est le fun sur l'autoroute, justement. Tu dépasses, tu roules, tu écoutes ta musique, boum, 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 ben relax. Je fais beaucoup de route, fait que je m'en rends vraiment compte. Là. Puis tu dépasses quelqu'un. Moi, je regarde jamais dans le char de l'autre. Je fais mes affaires, tout. Si, quand je dépasse, la personne me regarde, c'est sûr que je me vire. Mhm. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la réalité, si je dépasse quelqu'un qui regarde en avant, là, les deux, on se verra pas, on va y aller. Mais si tu fais affaire, si tu dépasses un weareux là, qui regarde dans les chars des autres, là, clac, c'est sûr que tu te vires, parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Mais comment ça? Je me suis rendu compte, il m'observe. Hey, il est là, il est à 90 degrés de mon angle de vision. Il est vraiment dans le coin. C'est qu'il y a un système qui est allumé. Puis c'est là que tu te rends compte vraiment, c'est comme si tu avais un tableau de bord avec toutes sortes de systèmes qui surveillent toutes sortes d'affaires. Quand tous les voyants sont au vert, il ne se passe rien. Pouc! Il y en a un qui vire rouge. Clac! Toute ton attention est vraiment dirigée sur ce voyant rouge-là à ce moment-là. Fait que, Exact. tu sais, quand tu arrives, tu dépasses un auto, puis que la personne regarde dans ton auto, tu te dis danger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes? Tu sais? Ouais, c'est ça. Ce qu'il expliquait là-dedans, pour continuer là-dessus, c'était que l'usage du système réflexif, du deuxième système de la pensée, ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est quand même prenant pour le système. Puis il faut comme s'entraîner à l'utiliser plutôt que. Parce que la solution facile, c'est de laisser le pilote automatique puis de dire ben, le pilote automatique fonctionne. Moi, regarde, je pense à autre chose que je vais manger à soir. D'où l'entraînement de l'économiste. Exactement, d'où l'entraînement de l'économiste. Mais l'exercice aussi de faire des choix est un exercice quand même fatigant. Ça revient un peu à la Ouais, c'est clair. déclaration de la madame là, qui faisait des chansons. Là. Elle, qui disait j'aime ça quand il y a des règles, ça m'empêche de réfléchir. Hmm. C'est quelque chose de. Ça dit beaucoup de choses, cette affaire-là. Ça dit que, ben, pour une partie des gens, c'est plus facile pour eux que. Regarde, il y a un règlement, quand je sors de chez nous, je mets un masque, c'est tout. Alors que toi, ce que tu dis, c'est ben, pour favoriser l'adhésion à long terme, il faut que tu y ailles sur la recommandation, puis que tu t'incites les gens à se servir de leur jugement. Oui, il y a des gens qui sont débiles, puis qui ne comprendront pas, puis qui vont aller voir leur grand-mère en ayant un COVID ou whatever. Je comprends. Mais la vaste majorité des gens, quand même, vont y aller avec la logique. Tu fais ah, ben regarde, on est en plein été, il n'y a aucun cas dans ma région. Moi, je ne mets pas de masque, puis je vois qui je veux. Par contre, tu vas arriver dans une période de l'année où tu vas dire ben, le bilan, je vois que ça a l'air à augmenter pas mal. On est dans une période où il y a l'air d'avoir beaucoup de contagion. Tu sais, je ne ferais pas exprès de voir plus de monde que ce que j'en aurais fait partie. Tu sais, c'est-tu le gros party que je pensais organiser pour le 10 ans de telle réunion que j'avais avec mes chums, qu'on était d'un cadet dans le temps? Je le ferais pas, je vais le faire une autre fois. Tu sais. Parce qu'on s'adapte à ça. Même les gens qui sont les plus réfractaires aux mesures, quand tu leur parles, tu te rends compte qu'ils s'adaptent quand même. Ils n'ont pas fait exprès d'aller voir leur grand-mère dans un. Ben oui, Oui. oui et non. Dans le fond, c'est là qu'on se rend compte d'une chose. Moi, ce qui m'a le plus profondément insulté dans cette crise-là, du début à la fin, là, puis ce qui me choque encore aujourd'hui, là, c'est d'être qualifié d'extrémiste avec mon discours. D'être un complotiste, un anti-masque, un anti. Parce que la réalité, c'est la suivante. Les gens qui avaient des comportements extrêmes, là, c'était les gens qui ne voulaient pas réfléchir et les gens qui niaient tout. Hum. Ah, c'est une pandémie, puis tatata. On sait qu'ils étaient freaks, eux autres. Je considère que les confineurs extrêmes sont aussi freaks, by the way. Là. Il y a plusieurs personnes que je mettrais dans la même catégorie qu'eux. Mais les gens, tu sais, le discours que j'ai par rapport à ça, de dire j'aurais aimé ça que notre leader agisse avec du leadership et avec des valeurs de transparence, de pédagogie, de respect des libertés. Hum.
c'est un discours qui est ultra modéré. C'est extrêmement modéré comme discours. Ouais, c'est ça qui a manqué là-dedans, c'est des gens modérés. C'est beaucoup ça qui nous a fait faire du surplace, là, si on veut. Carrément, parce qu'on a été dans l'extrême. Parce que c'est extrême d'utiliser la coercition comme on le fait. C'est hallucinant comment c'est extrême. Un couvre-feu, c'est extrême. C'est une mesure de guerre. Tu sais, Oui. je veux dire, d'être en désaccord avec le couvre-feu, là, c'est moi l'extrémiste. Hey, come on! Faut qu'on revienne sur la terre un peu, là. Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gelozo, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis.